Chapitre 1. La fondation. Robert Rob Sullivan ajusta sa cravate en soie et regarda par les baies vitrées de son bureau d'angle surplombant le centre-ville de Seattle. À 45 ans, il dirigeait l'un des cabinets de conseil en sécurité privée les plus prospères de la côte ouest. Ses clients allaient des milliardaires de la tech aux diplomates étrangers, tous recherchant l'expertise que seul un ancien officier du renseignement militaire pouvait offrir. Le parcours de Rob jusqu'à ce sommet n'avait pas été facile. Né dans une famille ouvrière de l'Oregon rural, il avait gravi les échelons du renseignement militaire, passant 12 ans dans certains des endroits les plus dangereux du monde. Sa spécialité était les opérations psychologiques et la guerre de l'information. Des compétences qui s'appliquaient remarquablement bien au monde de l'entreprise. Lorsqu'il a fondé Sullivan Security Consulting il y a 8 ans, il l'a bâti sur un principe simple, la connaissance est un pouvoir, et un pouvoir bien utilisé peut déplacer des montagnes. Le bureau en acajou derrière lui était orné de photos encadrées de sa famille. Diana, son épouse depuis 18 ans, lui souriait depuis le jour de leur mariage, radieuse et blanche, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules nues. À côté se trouvait une photo plus récente de leurs enfants, Michael, 20 ans, étudiant en 2e année de commerce à Stanford, et Jennifer, 17 ans, étudiante en dernière année dans la plus prestigieuse académie privée de Seattle. Rob leur avait tout fourni, une vaste propriété à Bellevue, des vêtements de créateurs, une éducation de haut niveau et des résidences secondaires dans les Hamptons. Diana conduisait un Range Rover blanc, portait des bijoux Cartier et déjeunait avec l'élite sociale de Seattle. Le fonds de Michael pour ses études supérieures valait à lui seul près d'1 million de dollars, soigneusement investi et structuré via de multiples fiducies. Celui de Jennifer était encore plus conséquent, car Rob avait appris de ses premières erreurs de gestion financière. Mais le succès avait un prix. Les longues heures passées à bâtir son empire, les voyages fréquents, le caractère confidentiel d'une grande partie de son travail. Tout cela avait créé une distance. Diana s'était plainte de se sentir négligée, de son attitude froide. Elle avait soif d'attention, d'admiration, du plaisir d'être désirée. Rob avait écarté ses plaintes, les considérant comme les plaintes d'une femme gâtée qui avait oublié ce qu'était la lutte. Il aurait dû y prêter plus attention. Le téléphone sécurisé sur son bureau s'est mis à sonner. « Monsieur Sullivan, votre femme a appelé. » Elle a décalé la réservation du dîner à 20h30. Son assistante, Miranda, l'a informé. Rob fronça les sourcils. Le dîner d'anniversaire au Loup Bernardine. Diana l'attendait avec impatience depuis des semaines. Le reporter lui semblait étrange, mais il avait appris à ne pas remettre en question les mondanités de sa femme. Elle naviguait dans la haute société de Seattle avec l'habileté d'une diplomate, et ses dîners visaient autant à maintenir leur statut qu'à célébrer leur mariage. « Merci, Miranda. Et pourriez-vous me sortir les rapports trimestriels sur nos contrats de sécurité résidentielle ? Je veux les consulter avant la réunion du conseil d'administration de demain. » Tandis que les talons de Miranda claquaient dans le couloir de marbre, Rob se retourna vers la fenêtre. La Space Needle perçait le ciel gris de Seattle comme une lance, et au-delà, Elliott Bay s'étendait jusqu'aux montagnes olympiques. Il avait conquis cette ville par la seule force de sa volonté et de sa stratégie. Chaque mouvement avait été calculé, chaque relation exploitée pour un avantage maximal. C'était une philosophie qui ne l'avait jamais déçu en affaires. Il était sur le point d'apprendre que la famille fonctionnait selon des règles totalement différentes. Chapitre 2. La découverte. L'appel arriva à 2h17 du matin, un mardi d'octobre. Le téléphone crypté de Rob, celui que seuls ses clients prioritaires utilisaient, vibra contre la table de nuit. Diana marmonna quelque chose d'incohérent et roula sur le côté tandis qu'il se glissait hors du lit et dans son bureau. Sullivan. Monsieur Sullivan, ici l'agent Chin du FBI de Seattle. Nous devons discuter d'une affaire concernant votre habilitation de sécurité et des irrégularités que nous avons découvertes. Rob se glaça. Ces contrats gouvernementaux exigeaient le plus haut niveau d'habilitation, et la moindre irrégularité pouvait détruire tout ce qu'il avait construit. Quel genre d'irrégularité ? Pas par téléphone. Pouvez-vous me retrouver au bâtiment fédéral du centre-ville ? 7e étage, salle de conférence B. Venez seul. Le trajet jusqu'au centre-ville prit 25 minutes à travers des rues désertes. Rob réfléchissait à toutes les possibilités. L'un de ses employés avait-il compromis des informations classifiées ? Un client avait-il fourni des renseignements à des agents étrangers ? Le FBI ne passait pas d'appel à 2 heures du matin pour des infractions mineures. L'agent Chin était plus jeune que Rob ne le pensait,
peut-être 35 ans, et possédait le genre de concentration intense qui caractérisait les agents de renseignement de carrière. Elle était assise en face de lui à une table en métal avec un dossier en papier craft et une tablette. Monsieur Sullivan, ce que je vais vous montrer est personnel par nature, mais c'est devenu un problème de sécurité en raison de votre niveau d'habilitation et de la sensibilité de vos contrats. Elle fit glisser la tablette sur la table. L'écran montrait une chambre d'hôtel clairement filmée par une caméra cachée. La poitrine de Rob se serra lorsqu'il reconnut la femme sur le lit. Diana, son épouse depuis 18 ans, nuait se tordant sous un homme qui n'était certainement pas lui. Cette photo a été prise il y a 6 semaines à l'hôtel Olympique, poursuivit Chin. L'homme est Trevor Hartwell, un promoteur immobilier ayant des liens connus avec plusieurs groupes d'investissement étrangers qui nous intéressent. Les mains de Rob restèrent fermes tandis qu'il regardait son mariage se désintégrer sur le petit écran. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris à compartimenter, à traiter des informations dévastatrices sans perdre son efficacité opérationnelle. Mais au fond de lui, quelque chose de fondamental se brisait. Depuis combien de temps cela durait-il? Sa voix était plus calme qu'il ne le ressentait. Notre surveillance indique environ 8 mois. Monsieur Hartwell a utilisé ses relations pour accéder à des propriétés et à des informations susceptibles de compromettre la sécurité nationale. Votre femme vous a fourni des informations utiles sur votre liste de clients et vos contrats en cours. Rob serra les dents. Diana connaissait les noms de plusieurs diplomates étrangers et cadres technologiques sous sa protection. Elle avait assisté à suffisamment de dîners et de réceptions pour rassembler des informations sensibles qui, entre de mauvaises mains, pourraient être catastrophiques. Quoi d'autre? L'agent Chin hésita. Vos enfants, Monsieur Sullivan, ont eux aussi été en contact avec Monsieur Hartwell. Il s'est montré généreux avec eux. Shopping privé, cadeaux coûteux, promesses de stage et d'opportunités commerciales. Votre fils, Michael, s'est montré particulièrement réceptif. La trahison était plus profonde que Rob ne l'aurait cru. Non seulement l'infidélité de Diana, mais aussi la complicité de ses enfants. Michael et Jennifer avaient accepté des cadeaux de l'homme qui détruisait leur famille, qui compromettait potentiellement la sécurité nationale, utilisant leur mère comme intermédiaire. Que me demandez-vous? Nous avons besoin que vous agissiez normalement pendant que nous montons notre dossier contre Hartwell. Pas de confrontation, pas de changement de comportement qui pourrait l'alerter. Pouvez-vous faire ça? Rob hocha la tête. Combien de temps? 6 semaines, peut-être 8. Nous sommes presque tous réunis. Alors que Rob rentrait chez lui dans l'obscurité qui précédait l'aube, son esprit était déjà en ébullition. Le FBI voulait attendre 6 à 8 semaines. C'était leur calendrier, leur fonctionnement, leurs règles. Mais Rob avait appris depuis longtemps qu'il fallait parfois établir ses propres règles. Parfois, le système n'était pas assez rapide, pas assez rigoureux, pas assez permanent. Il avait passé 18 ans à construire une vie avec Diana, à subvenir aux besoins de ses enfants, à créer ce qu'ils croyaient être des fondations inébranlables. Ils avaient choisi de trahir cette fondation, de la vendre pour l'excitation, l'argent et les promesses d'un homme qui ne les considérait que comme des outils. Rob s'engagea dans son allée et s'assit dans l'obscurité, contemplant la maison qu'il avait achetée pour sa famille. La maison où sa femme préparait sa trahison, où ses enfants comptaient l'argent de son amant. Il leur avait tout donné. Maintenant, il allait tout leur reprendre. Mais d'abord, il devait connaître la profondeur exacte de cette trahison. Chapitre 3. Collecte de renseignements. Rob passa les 3 semaines suivantes à jouer au mari et au père parfait tout en décortiquant méthodiquement la trahison de sa famille. Son expérience dans le renseignement militaire lui fut précieuse. Il savait comment recueillir des informations sans laisser de traces, comment surveiller les communications sans se faire repérer et, surtout, comment rester invisible. La découverte commença avec l'ordinateur portable de Diana. Un simple enregistreur de frappe installé lors d'une de ses courses lui donna accès à ses emails, ses comptes de réseaux sociaux et ses SMS. Ce qu'il découvrit était pire qu'une infidélité. C'était la destruction totale de tout ce qu'il avait imaginé que leur mariage représentait. Les messages de Diana à Trevor étaient remplis de moqueries sur le style de vie ennuyeux de Rob, de plaintes concernant sa distance émotionnelle et d'informations détaillées sur son entreprise qu'elle n'avait pas le droit de partager. Elle avait photographié des documents dans son bureau, copié des listes de clients et même enregistré des conversations qu'elle avait surprises lors de ses appels professionnels. Mais c'était l'implication des enfants qui était la plus douloureuse. Les échanges de textos entre Michael et Trevor révélaient un processus de préparation qui avait duré des mois.
Trevor avait commencé avec de petits cadeaux, des baskets hors de prix, des places de concert, un prêt pour un voyage de printemps qui n'était jamais censé être remboursé. Progressivement, il s'est imposé comme un mentor, quelqu'un qui comprenait les ambitions de Michael mieux que son père, accro au travail. L'implication de Jennifer était plus subtile, mais tout aussi accablante. Trevor l'avait embauchée pour un stage d'été dans son entreprise de promotion immobilière, la payant une somme exorbitante pour un travail minimal tout en la soudoyant pour obtenir des informations sur les clients de Rob en matière de sécurité et leurs propriétés. La découverte la plus dévastatrice provenait des emails supprimés de Diana. Dans ces documents, elle et Trevor discutaient de leur stratégie de sortie, un plan pour divorcer de Rob, prendre la moitié de ses biens et prendre un nouveau départ ensemble. Ils avaient consulté des avocats, identifié des actifs et même envisagé des moyens d'impliquer Rob dans une faute professionnelle qui le priverait de ses habilitations de sécurité. Rob était assis dans son bureau à 3 heures du matin, entouré de mails imprimés et de photos. Il se sentait comme un archéologue fouillant les vestiges de son ancienne vie. Chaque document révélait une nouvelle couche de trahison, un autre calcul minutieux destiné à le détruire. Son téléphone sécurisé a été piraté. Le nom de l'agent Chin est apparu sur l'écran crypté. Nous devons accélérer notre chronologie, a-t-elle dit sans préambule. Hartwell a commencé à se méfier. Nous pensons qu'il est au courant de notre surveillance. Où en est votre dossier? Assez solide pour être poursuivi, mais nous aurions besoin de plus de preuves. Auriez-vous la possibilité de nous fournir des documents supplémentaires sur le partage d'informations de votre femme? Rob a examiné la pile de preuves imprimées qui l'entourait. Il avait suffisamment de documents pour enterrer Diana et Trevor devant un tribunal fédéral, mais quelque chose l'empêchait de les partager avec l'agent Chen. Peut-être était-ce sa formation militaire qui lui dictait de protéger ses propres informations de renseignement. Peut-être était-ce la certitude que le système judiciaire fédéral serait trop lent, trop clément, trop contraint par les lois et les procédures. Ou peut-être était-ce la froide certitude qui grandissait en lui depuis 3 semaines. Cette trahison exigeait une forme de justice plus personnelle. Je vais voir ce que je peux faire, dit-il à Chen. Après avoir raccroché, Rob ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Non pas un rapport pour le FBI, mais quelque chose de bien plus complet. Un dossier complet sur toutes les personnes qu'il avait trahies. Le profil psychologique de Diana, ses faiblesses, ses peurs les plus profondes, la structure financière de Trevor, ses relations d'affaires, ses vulnérabilités, la présence de Michael sur les réseaux sociaux, ses dépendances universitaires, ses projets d'avenir, les ambitions de Jennifer, ses incertitudes, ses fonds fiduciaires. Savoir, c'était pouvoir, et Rob avait passé 3 semaines à accumuler le genre de renseignements détaillés que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de recueillir sur leurs ennemis, et encore moins sur leur famille. Le plan qui émergea au cours des nuits suivantes était élégant dans sa simplicité et brutal dans sa minutie. Rob allait démanteler leur vie pièce par pièce en utilisant leurs propres faiblesses et dépendances contre eux. Le FBI pourrait avoir accès aux activités de renseignement extérieur de Trevor. Rob gérerait les trahisons personnelles. La première phase commencerait par le fonds universitaire, la plus grande dépendance de Michael, et son chemin vers l'avenir que Trevor lui avait promis. Le fonds avait été structuré comme une fiducie irrévocable, mais Rob avait appris depuis longtemps que l'irrévocabilité était un concept flexible lorsqu'on connaissait les bons mécanismes juridiques et qu'on avait les bonnes relations. La phase 2 ciblerait le statut social et la sécurité financière de Diana. Son permis d'agent immobilier, ses adhésions à des country clubs, sa réputation soigneusement cultivée parmi l'élite de Seattle, tout cela bâti sur le fondement de sa qualité de Madame Robert Sullivan. Ce fondement était sur le point de s'effondrer. La phase 3 concernerait Trevor lui-même. Pas seulement son entreprise, mais aussi son mariage, sa réputation, son avenir. Rob avait découvert que Catherine, l'épouse de Trevor, ignorait tout de leur liaison, et qu'elle était la fille de l'un des juges fédéraux les plus puissants de Seattle. Le genre d'homme qui n'appréciait pas que sa famille soit humiliée par des promoteurs immobiliers radins. Rob ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre. L'aube se levait sur Elliott Bay, teintant le ciel de nuances de gris et d'or. Quelque part en ville, Diana préparait probablement son prochain coup contre lui. Trevor comptait probablement l'argent qu'il pensait voler. Michael et Jennifer rêvaient probablement d'un avenir radieux, financé par la destruction de leur père. Ils ignoraient que l'homme qu'ils avaient trahi n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était une arme forgée dans les endroits les plus dangereux du monde et affûtée par des années de guerre psychologique. Et les armes, une fois pointées, ne manquaient pas leur cible.
Chapitre 4. La première frappe. La première attaque de Rob eut lieu un jeudi matin de novembre. Délivrée avec la précision d'une frappe chirurgicale. Il avait passé 2 semaines à mettre en place le cadre juridique en s'appuyant sur un réseau d'avocats et de conseillers financiers spécialisés dans la protection des actifs à enjeux élevés. Aucun d'entre eux ne connaissait l'ampleur de son plan. Rob avait appris depuis longtemps à compartimenter les informations, même entre alliés. Le fonds d'études de Michael reposait sur une structure fiduciaire complexe que Rob avait conçue des années auparavant pour le protéger du fisc et des créanciers potentiels. Mais, comme tout bon agent de renseignement, Rob avait intégré des mécanismes cachés à cette structure. Des déclencheurs pouvant être activés dans des circonstances spécifiques. Par exemple, si le bénéficiaire se livrait à des activités susceptibles de compromettre la sécurité nationale. L'appel est arrivé à la chambre de Michael à Stanford à 9h47 précise, heure du Pacifique, alors qu'il terminait son cours d'économie du matin. Monsieur Sullivan, ici le bureau du doyen Richardson. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement nous parler de votre situation financière. Michael en eut un pincement au cœur. Son aide financière? C'était impossible. Le fonds fiduciaire de son père couvrait tout. Le logement, la pension, les frais de scolarité, et même ses coûteuses activités sociales. Il devait y avoir une erreur. 20 minutes plus tard, Michael était assis en face de l'assistante du doyen Richardson, une femme sévère aux lunettes cerclées de fil, qui parlait d'un ton neutre, teinté de pessimisme administratif. Monsieur Sullivan, nous avons reçu une notification de l'administrateur de votre fiducie indiquant que votre financement pour vos études a été suspendu dans l'attente d'une enquête fédérale sur d'éventuelles violations de sécurité. Avec effet immédiat, le solde de votre compte est à 0 et votre inscription au semestre de printemps a été annulée. Les mains de Michael tremblaient en lisant le document officiel. Violation de sécurité, enquête fédérale. Cela n'avait aucun sens. Il devait y avoir une erreur. Mon père n'en aurait jamais commis. La notification provenait de Sullivan Financial Trust Management, signée par votre père en tant qu'administrateur du fonds. Je suis désolé, monsieur Sullivan, mais à moins que d'autres modalités de paiement ne soient convenues dans les 30 jours, vous devrez quitter l'université. Michael sortit en titubant du bâtiment administratif quelques jours plus tard. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de sa petite amie Ashley. « Chérie, mon père dit qu'il y a une affaire du FBI concernant ta mère et cet agent immobilier. Appelle-moi. » Puis un autre SMS de sa sœur, Jennifer. « Papa est au courant. Trevor a été arrêté. » Maman panique. Que faire? Michael a essayé d'appeler le bureau de son père, mais la voix de Miranda était froidement professionnelle. Monsieur Sullivan n'est pas disponible et a laissé des instructions pour ne pas répondre aux appels des membres de sa famille concernant des questions personnelles. Il a essayé le portable personnel de son père. Il a été directement appelé. Messagerie vocale. Puis il a essayé de joindre sa mère. La voix de Diana était affolée, à peine cohérente. Michael, Dieu merci. Écoute-moi bien. Ton père a perdu la tête. Il a tout détruit. Trevor a été arrêté par le FBI. Ils ont gelé ses comptes. Et maintenant, ton père essaie de nous détruire aussi. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Maman, que se passe-t-il avec mon fonds d'études? Ils disent qu'il a déclenché une sorte de clause. Quelque chose à propos de violation de sécurité. Ces avocats disent que parce que Trevor faisait l'objet d'une enquête, cela invalidait la fiducie. C'est insensé, Michael. Il nous punit pour quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais Michael savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Les cadeaux de Trevor, le job d'été de Jennifer, les informations privilégiées qu'ils avaient partagées sur l'entreprise de leur père. Ils savaient tous que c'était mal. Mais Trevor donnait l'impression que tout était inoffensif, excitant, comme s'il faisait enfin partie de quelque chose d'important et non plus seulement les enfants d'un bourreau de travail qui n'avait jamais de temps pour eux. Maintenant, tout s'effondrait. Pendant ce temps, de l'autre côté de Seattle, Diana elle découvrait que son propre monde s'effondrait avec la même précision. Sa licence d'agent immobilier était en cours d'examen par le Conseil d'État suite à des irrégularités dans les pratiques de confidentialité des clients. Son adhésion au très exclusif René Club avait été temporairement suspendue, en attendant la résolution de problèmes éthiques non spécifiés. 3 événements sociaux majeurs qu'elle avait prévus avaient été annulés par des hôtes qui avaient soudainement trouvé des prétextes pour l'exclure. Le plus dévastateur,
c'est que ses comptes bancaires personnels avaient été gelés, non par le gouvernement, mais par sa propre banque, agissant sur instruction de son mari, titulaire principal du compte. Les cartes de crédit, les comptes de placement, et même son accès aux finances du ménage. Tout cela nécessitait la signature de Rob, et Rob avait clairement fait savoir par l'intermédiaire de ses avocats qu'aucune signature ne serait obtenue. L'arrestation de Trevor avait été rapide et minutieuse. Le FBI avait perquisitionné ses bureaux à l'aube, saisissant ordinateurs, dossiers et documents financiers. Sa femme, Catherine, avait appris l'affaire par des agents fédéraux qui lui avaient montré les images de surveillance de l'hôtel dans le cadre de leur enquête. À midi, elle avait demandé le divorce et emmené leurs enfants dans la propriété de son père, où le juge Morrison prévoyait apparemment une réponse qui ferait passer les ennuis judiciaires de Trevor pour des désagréments mineurs. Mais le coup de maître de Rob était encore à venir. À 15h30 précise, alors que Diana était assise dans sa maison vide, cherchant comment payer ses courses sans carte de crédit, son téléphone sonna. Madame Sullivan, ici Thomas Morrison. Juge Morrison, je crois que vous connaissez ma fille, Catherine. Diana se glaça. Tout le monde à Seattle connaissait la réputation du juge Morrison. Tribunal fédéral d'appel, ancien procureur, le genre d'homme qui avait bâti sa carrière en détruisant des gens qui se croyaient intouchables. Juge Morrison, je peux vous expliquer. Madame Sullivan, je n'appelle pas pour des explications. Je vous appelle pour vous informer que les indiscrétions de mon gendre ont créé un problème très personnel pour ma famille. Ma fille est dévastée. Mes petits-enfants demandent pourquoi papa était aux informations et j'ai appris que vous avez contribué à faciliter ces problèmes. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, Madame Sullivan. Votre mari et moi avons eu une conversation très intéressante ce matin. Nous sommes parvenus à un accord sur la manière dont cette situation sera résolue. J'ai pensé que vous deviez savoir que vos options juridiques pourraient être plus limitées que vous ne le pensez. La ligne a été coupée. Diana était assise dans sa cuisine, entourée des vestiges d'une vie systématiquement démantelée en moins de 8 heures. Dehors, sa voisine, Madame Chin, promenait son chien, évitant ostensiblement tout contact visuel avec la maison devenue le centre du dernier scandale de Seattle. Son téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Ce n'est que le début. Vous vouliez du suspense, maintenant vous l'avez. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Diana a commencé à comprendre exactement qui elle avait trahi. Pas seulement un mari, mais un homme qui avait passé 12 ans à apprendre à détruire ses ennemis sans laisser d'empreinte. Un homme qui avait bâti un empire sur le principe que l'information était synonyme de pouvoir, et qu'un pouvoir bien utilisé pouvait déplacer des montagnes. Un homme qui venait de retourner ce pouvoir contre le sien. Famille. Chapitre 5. Guerre psychologique. 3 jours après la faillite financière de Michael, la campagne de Rob entrait dans sa deuxième phase. Il avait appris pendant son service militaire que la guerre la plus efficace était psychologique. Briser la volonté de combattre d'un ennemi était bien plus efficace que de simplement attaquer ses ressources. La peur, l'incertitude et l'isolement pouvaient accomplir ce que la force brute n'aurait jamais pu accomplir. Diana avait découvert ce principe en tentant d'engager un avocat spécialisé en divorce. Le premier avocat contacté, un éminent spécialiste du droit de la famille, avait pris son appel, mais avait poliment décliné sa demande en raison de potentiels conflits d'intérêts. Le deuxième avocat avait fait de même. Au 5e refus, Diana avait réalisé que le réseau de son mari s'étendait bien plus profondément au sein de la communauté juridique de Seattle qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Rob avait passé 8 ans à nouer des relations avec des juges, des procureurs et les avocats les plus influents de la ville. Son entreprise avait fourni des conseils en sécurité à leur cabinet, protégé leur famille lors d'affaires très médiatisées et mené des enquêtes sensibles qui lui avaient valu à la fois gratitude et influence. Maintenant, il réclamait ses dettes. La pression psychologique s'intensifia lorsque Diana reçut une enveloppe en papier craft sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des photos, des images de surveillance de sa rencontre avec Trevor, de ses entrées dans des chambres d'hôtel, de ses moments intimes qu'elle croyait privés. Mais pire que les photos, il y avait les documents. Des copies de tous les emails qu'elle avait envoyés, de tous les SMS, de toutes les informations qu'elle avait partagées sur l'entreprise de Rob. Au fond de la pile se trouvait une simple feuille de papier avec un mot manuscrit. Je sais tout. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque secret que tu crois garder. Ceci est ton seul avertissement. Les mains de Diana tremblaient en le lisant.
Les implications étaient claires. Si elle essayait de contester le divorce, si elle tentait de réclamer la moitié de ses biens ou de se faire passer pour une victime, chaque preuve deviendrait publique. Sa liaison ferait la une du Seattle Times. Ses enfants verraient exactement quel genre de femme était leur mère. Mais le mot n'était pas qu'une menace. C'était une torture psychologique destinée à la rendre paranoïaque à l'idée de ce que Rob pouvait savoir d'autre, des autres preuves qu'il pouvait détenir, des autres pièges qu'il avait pu tendre. Diana se surprit à consulter son téléphone de manière obsessionnelle, se demandant s'il était toujours là. Elle surveillait ses appels. Elle évitait ses restaurants et centres commerciaux habituels, terrifiée à l'idée de croiser des personnes susceptibles d'avoir entendu parler du scandale. Pendant ce temps, Jennifer découvrait que sa dernière année à la Seattle Academy était devenue un cauchemar d'humiliation sociale. Les parents de ses camarades de classe travaillaient dans le droit, la finance et la technologie. Exactement. Les milieux où la réputation de son père pesait lourd et où l'arrestation de Trevor était devenue un sujet de commérage. Les filles qui avaient été ses meilleures amies trouvaient soudain des excuses pour l'éviter. Les professeurs qui avaient autrefois loué son travail la traitaient désormais avec un professionnalisme détendu. Le coup de grâce fut porté lorsqu'elle fut convoquée au bureau du directeur et informée que sa situation d'emploi irrégulière chez Hartwell Développement soulevait des questions sur son intégrité académique. Son stage d'été, qui lui avait rapporté $15 000 pour un travail quasiment nul, faisait l'objet d'une enquête pour fraude scolaire potentielle. Son admission anticipée à Northwestern était en cours de révision. Jennifer essaya d'appeler son père, mais comme Michael, elle tomba sur sa messagerie vocale. Elle essaya de se rendre à son bureau, mais Miranda l'informa que M. Sullivan était en déplacement professionnel et impossible de la joindre. Le message était clair. Elle était seule. Michael, quant à lui, était devenu un paria à Stanford. Ses frères de fraternité, gênés par l'enquête fédérale entourant sa famille, lui avaient discrètement suggéré d'envisager un congé. Sa petite amie, le père d'Ashley, cadre dans le secteur technologique ayant travaillé avec Sullivan Security Consulting, lui avait interdit de le voir. Le réseau social que Michael avait bâti autour de la fortune et du statut de sa famille s'est évaporé du jour au lendemain. Désespéré, Michael est rentré chez lui à Seattle, prévoyant d'affronter son père directement. Mais à son arrivée à la propriété familiale, il a constaté que ses codes d'accès avaient été modifiés. L'agent de sécurité, un employé de l'entreprise de son père, l'a poliment mais fermement informé qu'il n'était plus autorisé à entrer dans la propriété. Debout devant le portail de sa maison d'enfance, Michael a ressenti pour la première fois tout le poids du pouvoir de son père. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la déception. C'était une destruction systématique menée avec une précision militaire par un homme qui avait passé sa carrière à apprendre à neutraliser les menaces. Cette nuit-là, Michael a appelé son « Je suis retourné » sur le portable personnel de mon père une fois de plus. À sa surprise, Rob a répondu à la première sonnerie. « Bonjour, Michael. »« Papa, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je sais que tu es en colère, mais en colère. » La voix de Rob était calme, presque conversationnelle. « Michael, je ne suis pas en colère. La colère est une émotion. Ce que je ressens, c'est une lucidité stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai identifié un problème et que je le résous. Toi, ta sœur et ta mère avaient décidé que ta loyauté pouvait s'acheter. Tu as décidé que 18 ans de sacrifice de ma part valaient moins que quelques cadeaux d'un homme qui t'utilisait pour me détruire. Ce sont des choix qui ont des conséquences. Papa, nous ne savions pas. Tu en savais assez. Tu savais que Trevor était l'amant de ma femme. Tu savais que les cadeaux qu'il te faisait étaient inappropriés. Tu savais que les informations que tu lui as partagées étaient confidentielles. Tu as fait tes choix, Michael. Maintenant, tu dois vivre avec. La ligne s'est tue un instant. Lorsque Rob a repris la parole, sa voix portait la froide certitude d'un homme qui rend un verdict. Ton fonds pour les études supérieures a été restructuré en fondation caritative dédiée au soutien des familles de militaires, votre accès à nos biens familiaux a été définitivement révoqué. Votre mère recevra exactement ce à quoi elle a droit en vertu de notre contrat de mariage, ce qui est considérablement moins que ce qu'elle avait prévu. Et vous apprendrez tous à quoi ressemble la vie sans la protection du nom Sullivan. Papa, tu ne peux pas te contenter de Michael. J'ai passé 12 ans dans des endroits où la trahison signifiait la mort. J'ai appris à identifier les menaces avant qu'elles ne me détruisent. J'ai appris à les éliminer complètement et définitivement.
Toi, ta sœur et ta mère avaient décidé de devenir des menaces pour tout ce que j'ai construit. Maintenant, vous apprenez ce qui arrive aux menaces. Rob marqua une pause. Et lorsqu'il reprit, il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. Je t'ai tout donné, Michael. La meilleure éducation que l'argent puisse acheter, toutes les opportunités que tu pouvais désirer, un avenir dont la plupart des gens ne font que rêver. Et tu as tout échangé contre des babioles d'un homme qui ne te voyait que comme un outil utile. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était de la stupidité. Et je ne tolère ni l'un ni l'autre. La réplique s'éteignit. Michael se tenait dans sa chambre universitaire, les yeux rivés sur son téléphone, comprenant enfin qu'il ne s'agissait pas d'une dispute familiale qui se résoudrait avec des excuses et du temps. C'était la guerre déclarée par un homme qui avait passé toute sa vie adulte à apprendre à gagner des guerres de manière définitive. Et Michael commençait tout juste à comprendre à quel point il avait choisi le camp des perdants. Chapitre 6. Les titans du web. En décembre, la campagne psychologique de Rob avait atteint son objectif. Sa famille était isolée, financièrement désespérée et commençait à se monter les uns les autres à mesure que la pression montait. Diana avait emménagé dans un studio à Capitol Hill, contrainte de travailler comme réceptionniste dans une petite agence immobilière après la suspension de son permis. Jennifer avait quitté la Seattle Academy et travaillait dans un café. Son admission dans le Nord-Ouest était officiellement annulée. Michael avait abandonné Stanford et était retourné à Seattle, partageant l'appartement exigu de sa mère et travaillant de nuit dans un entrepôt. Mais Rob n'en avait pas fini. La troisième phase de son plan exigeait de la patience et un timing précis. Car elle impliquait non seulement sa famille, mais aussi l'homme qui avait orchestré leur trahison. Trevor Hartwell découvrait que les accusations fédérales n'étaient que le début de ses problèmes. Son empire immobilier, bâti sur des investissements à effet de levier et des partenariats étrangers, s'effondrait sous la surveillance du FBI. Sa femme, Catherine, avait non seulement demandé le divorce, mais avait également engagé l'avocate en droit de la famille la plus virulente du Nord-Ouest Pacifique, une femme connue pour avoir laissé ses adversaires financièrement et émotionnellement détruits. Plus grave encore, le juge Morrison avait commencé à user de sa considérable influence pour que les ennuis judiciaires de Trevor s'étendent bien au-delà des accusations fédérales initiales. Des relations bancaires, qui avaient mis des années à se construire, furent soudainement rompues. Les permis municipaux pour des projets de construction en cours furent mystérieusement retardés par des complications bureaucratiques. Les investisseurs qui avaient confié des millions à Trevor intentaient des poursuites civiles qui immobiliseraient ses actifs pendant des années. Mais le coup de maître de Rob était plus personnel. Grâce à son réseau de renseignements, il apprit que Trevor menait le même stratagème de séduction depuis des années, ciblant des femmes mariées fortunées, utilisant leurs informations à son avantage commercial, puis les écartant lorsqu'elles devenaient des passifs. Diana n'était pas sa première victime. Elle était simplement la plus récente. Rob a compilé preuve des affaires précédentes de Trevor, avec des photos, des dossiers financiers et des communications. Il a ensuite systématiquement contacté chaque femme que Trevor avait trahie, leur offrant les preuves dont ils avaient besoin pour déposer leur propre poursuite. Ces femmes se sont présentées, chacune avec des histoires dévastatrices de manipulation et de fraude. Le poids collectif de ces révélations a détruit ce qui restait de la réputation de Trevor. Les cercles sociaux de Seattle, qui bourdonnent déjà de ragots sur l'enquête du FBI, se sont complètement tournés contre lui. Il est devenu un paria. Impossible de montrer son visage dans les clubs et les restaurants où il avait une fois mené des affaires. Le désespoir de Trevor l'a amené à commettre une erreur critique. Il a contacté Diana, suggérant qu'ils pourraient travailler ensemble pour minimiser leurs problèmes juridiques. Il a proposé que Diana témoigne en son nom, dépeignant leur relation comme une véritable romance plutôt qu'une manipulation calculée. En retour, il l'aiderait à trouver une représentation légale pour lutter contre les conditions de divorce de Rob. Diana, financièrement désespérée et socialement isolée, a accepté de le rencontrer dans un petit restaurant à l'extérieur de la ville. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rob avait surveillé les communications par le biais des canaux du FBI, et il connaissait la réunion avant que cela ne se produise. Le restaurant que Trevor a choisi était celui que Rob et compagnie avaient installé des systèmes de sécurité pendant 6 mois plus tôt, des systèmes comprenant des capacités d'enregistrement audio sophistiquées. La conversation qui a eu lieu entre Diana et Trevor a été capturée en parfaite clarté numérique. Au cours de leur réunion, Trevor a révélé toute la portée de sa manipulation. Il a admis qu'il avait ciblé Diana spécifiquement en raison des autorisations de sécurité et de la liste des clients de Rob.
Il a expliqué comment il avait utilisé les informations qu'elle a fournies pour manipuler les accords immobiliers et les opportunités d'investissement. Plus douteusement, il a décrit leur affaire comme un arrangement commercial qui s'était simplement compliqué lorsque le FBI s'est impliqué. Diana, déjà émotionnellement fragile de mois de pression psychologique, est tombée en panne lors de la conversation. Elle a admis qu'elle n'avait jamais aimé Trevor, qu'elle avait été flattée par son attention et excitée par le danger de l'affaire. Elle a révélé qu'elle avait toujours ressenti le succès de Rob, se sentait diminuée par elle et voulait prouver qu'elle pouvait être importante à part entière. L'enregistrement était une encapsulation parfaite de tout ce que Rob avait soupçonné de leur trahison. Ce n'était pas l'amour ou la passion qui avait conduit l'affaire de Diana. C'était la vanité, la cupidité et un manque de respect fondamental pour tout ce qu'il avait sacrifié pour subvenir aux besoins de leur famille. Rob a fait des copies de l'enregistrement et les a livrées stratégiquement. L'un est allé au FBI comme preuve dans leur cas contre Trevor. Un autre est allé à l'avocat du divorce de Catherine, fournissant des munitions dévastatrices pour sa procédure. Un troisième est allé au reporter de Seattle Times, qui avait couvert l'enquête fédérale, garantissant que les détails les plus humiliants deviendraient un dossier public. Mais le quatrième exemplaire est allé directement à Michael et Jennifer, livré avec une note qui disait « C'est ce que votre mère pense vraiment à notre famille. C'est ce que l'homme en qui vous avez fait confiance pense vraiment à vous. Je veux que vous compreniez exactement ce que vous défendez lorsque vous m'avez trahi. » L'enregistrement a dévasté ce qui restait de l'unité de la famille. Michael et Jennifer, déjà aux prises avec les conséquences de leur choix, ont été contraints de faire face à la réalité que l'affaire de leur mère n'avait pas été une erreur romantique, mais une trahison calculée de tout ce que leur père avait construit. Ils ont commencé à comprendre que Trevor ne s'était jamais soucié d'eux personnellement. Ils avaient été des outils utiles dans sa manipulation de Diana, rien de plus. Jennifer en particulier a été écrasée par la prise de conscience que son stage avait été un gain conçu pour le garder complice du programme. Les 15 000 $ dont elle avait été payée n'étaient pas reconnus de ses capacités. C'était de l'argent silencieux conçu pour faire d'elle un complice dans la destruction de son père. Alors que l'hiver s'approfondissait au printemps, la campagne de Rob est parvenue à sa conclusion inévitable. Trevor a plaidé coupable à des accusations fédérales et a été condamné à 8 ans de prison. Sa fortune complètement détruite par les frais juridiques et les colonies civiles. Le règlement de divorce de Catherine ne lui a laissé que de la dette et de la honte. Le divorce de Diana a été finalisé en mars, lui accordant exactement ce que l'accord prénuptial a spécifié. 50 000 $ et aucune réclamation aux affaires ou aux propriétés de Rob. Ses tentatives de se dépeindre comme une victime ont été minées par l'enregistrement du restaurant, qui était devenu des connaissances publiques dans les communautés juridiques et sociales de Seattle. Mais le coup le plus dévastateur n'était pas encore venu. Michael, désespéré et ruiné financièrement, a fait une dernière tentative de se réconcilier avec son père. Il avait grandi en croyant que les liens familiaux étaient incassables, que l'amour finirait par surmonter la colère, que la richesse et le succès de son père le rendent invulnérable au type de conséquences permanentes qui ont détruit d'autres familles. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait mal tourné. Chapitre 7. Le Gambit final. Le printemps n'a apporté aucune pitié pour la famille Sullivan. La situation de Michael était devenue désespérée. Lancé de Stanford, incapable de se permettre de revenir, travaillant un travail d'entrepôt de salaire minimum tout en vivant dans le studio de sa mère. Il avait postulé dans les collèges communautaires mais ne pouvait même pas se permettre leurs frais de scolarité modestes sans aide financière. Ses demandes de prêts étudiants ont été rejetées en raison de la richesse précédente de sa famille, ce qui a créé l'hypothèse selon laquelle un soutien parental était disponible. La situation de Jennifer était tout aussi désastreuse. Sans son admission au Nord-Ouest, elle faisait face à la perspective de recommencer dans un collège communautaire tout en travaillant au café pour aider à payer leur loyer. La vie prestigieuse qu'elle avait grandi en attendant, l'éducation d'élite, les connexions sociales, la sécurité financière, s'était complètement évaporée. Diana travaillait des semaines de 60 heures au bureau de l'immobilier, ce qui rendait à peine assez pour couvrir leurs dépenses de base. La femme qui avait un jour lancé au Rancer Club et dépensé des milliers de vêtements de créateurs étaient maintenant des coupons de coupe et des achats dans les magasins de réduction. En désespoir de cause, Michael a décidé de faire une dernière tentative pour atteindre son père. Non pas par des intermédiaires ou des canaux formels, mais directement une confrontation personnelle qui obligerait Rob à reconnaître la dévastation qu'il avait causée. Michael a passé des semaines à planifier son approche. Il connaissait les routines de son père, son horaire de bureau, ses protocoles de sécurité. Un jeudi après-midi d'avril,
il a attendu dans le parking sous Sullivan Security Consulting, sachant que Rob est toujours resté tard le jeudi pour examiner les rapports hebdomadaires. Lorsque Rob est sorti de l'ascenseur à 20h30, Michael attendait à côté de sa voiture. « Bonjour, papa. » Rob ne s'est pas surpris de voir son fils. Son expression est restée neutre, professionnelle, comme si Michael était un étranger demandant des instructions. « Michael, nous devons parler. » « Non, nous ne le faisons pas. » Rob a cliqué sur son porte-clés et les portes de la voiture se sont déverrouillées. « Vous avez fait vos choix. J'ai fait le mien. Il ne reste plus rien à discuter. Papa, s'il te plaît. Regardez ce que vous nous avez fait. Maman travaille comme réceptionniste. Jennifer prépare un café pour un salaire minimum. Je vis dans un studio, travaillant dans un entrepôt. Vous avez détruit votre propre famille. » Rob s'arrêta avec sa main sur la poignée de la porte. Quand il se retourna vers Michael, ses yeux étaient froids comme l'acier d'hiver. « Je n'ai pas détruit ma famille, Michael. Ma famille s'est détruite. J'ai fourni tout ce que vous pourriez souhaiter. L'éducation, les opportunités, la sécurité financière, les connexions sociales et vous avez tout échangé contre des bibelots d'un homme qui vous utilisait pour me détruire. Nous ne savions pas. Vous en saviez assez. » La voix de Rob a traversé les manifestations de Michael comme une lame. Vous saviez que Trevor dormait avec votre mère. Vous saviez que les cadeaux qu'il vous offrait étaient inappropriés. Vous saviez que vous gardiez des secrets de ma part. Vous avez fait ces choix parce qu'ils se sentaient bien dans le moment, parce qu'ils vous ont fait sentir important et spécial. Le visage de Michael rougit de colère et de désespoir. Alors quoi? Vous allez nous punir pour toujours. Nous sommes vos enfants, papa. Votre famille. Tu étais ma famille. La voix de Rob était silencieuse mais implacable. La famille ne se trahit pas pour de l'argent et de l'excitation. La famille ne vend pas le travail de vie de leur père pour l'approbation d'un étranger. La famille ne choisit pas l'amant de leur mère au-dessus du sacrifice de leur père. Nous étions des enfants. Nous avons fait des erreurs. Vous étiez des adultes. Michael, tu as 20 ans. Vous avez compris exactement ce que vous faisiez lorsque vous avez pris l'argent de Trevor et que vous avez partagé les informations privées de notre famille avec lui. Vous avez compris ce que vous faisiez lorsque vous m'avez menti sur votre relation avec lui. Vous avez choisi son côté parce que vous pensiez qu'il vous offrait une meilleure affaire. Rob ouvrit la portière de sa voiture, puis s'arrêta à nouveau. Vous voulez savoir quelle est la vraie tragédie, Michael? Ce n'est pas que vous m'avez trahi. C'est que vous vous trahissez. Vous aviez tout, chaque avantage, chaque opportunité, chaque porte s'est ouverte pour vous. Et vous avez tout jeté pour la promesse d'argent et d'excitation facile d'un homme qui vous a vu comme des idiots utiles. Le désespoir de Michael a fait de la rage. Tu es un monstre. Vous avez détruit votre propre famille parce que votre fierté s'est blessée. Ma fierté. Le rire de Rob était amer et froid. Michael, cela n'a rien à voir avec la fierté. Il s'agit de conséquences. Vous avez fait des choix qui auraient pu détruire mon entreprise, ma réputation, ma liberté. Votre mère a partagé des informations classifiées avec un agent étranger. Vous et Jennifer avez pris de l'argent qui était essentiellement des pots de vin. N'importe laquelle de ces choses aurait pu me coûter mes autorisations de sécurité, mes contrats gouvernementaux, tout ce que j'ai passé 20 ans à construire. Mais nous sommes désolés. Désolé ne corrige pas les violations de sécurité, Michael. Désolé ne restaure pas les informations classifiées une fois qu'elle a été compromise. Désolé n'annule pas les dommages que vous avez causés aux enquêtes sur la sécurité nationale. Désolé, ce que disent les enfants lorsqu'ils cassent quelque chose de précieux. Les adultes comprennent que certains choix ne peuvent pas être annulés. Michael pleurait maintenant. La façade de la sophistication adulte s'effondrait pour révéler le jeune homme effrayé en dessous. Papa, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je vais vous rattraper. Donnez-moi juste une chance. Pendant un instant, l'expression de Rob s'est adoucie presque imperceptiblement, mais cela s'est durci à nouveau, et quand il a parlé, sa voix a porté la finalité d'une condamnation à mort. Michael, il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de retour. Vous avez choisi Trevor Hartwell sur votre père. Vous avez choisi de l'argent facile plutôt que de la fidélité à la famille. Vous avez choisi l'enthousiasme de la responsabilité. Ce ne sont pas des erreurs. C'étaient des décisions de caractère.
Et le caractère ne change pas simplement parce que les conséquences arrivent. Rob est monté dans sa voiture, puis a roulé dans la fenêtre. Vous voulez savoir ce que j'ai appris dans l'armée, Michael? J'ai appris que certaines trahisons sont impardonnables, non pas à cause des dommages qu'ils causent, mais à cause de ce qu'ils révèlent sur la personne qui les commet. Vous, votre sœur et votre mère m'ont montré exactement qui vous êtes vraiment lorsque les enjeux sont devenus hauts et que les choix sont devenus difficiles. Vous m'avez montré que votre fidélité pouvait être achetée, que vos principes pouvaient être compromis, que votre famille signifiait moins pour vous que l'argent et l'excitation d'un étranger. Le moteur a commencé, mais Rob n'a pas chuté immédiatement. J'ai passé 18 ans à croire que j'élevais des enfants qui grandiraient pour être des adultes honorables. J'ai passé 18 ans à sacrifier mon temps, mon énergie, mes ressources pour vous donner tous les avantages que je n'ai jamais eus. Et lorsque le premier véritable test de votre personnage est arrivé, vous avez complètement échoué. Ce n'est pas une erreur, Michael. C'est une révélation, papa. Le fonds collégial qui vous préoccupe tellement, il a été donné à une fondation qui soutient les enfants de familles de militaires. Des enfants dont les pères sont morts au service de leur pays, des enfants qui comprennent la valeur du sacrifice et de la loyauté. Votre héritage a été restructuré au profit des personnes qui le méritent réellement. Et votre accès au nom de Sullivan est tout. Ce qu'il représente a été révoqué en permanence. Michael se dirigea vers la voiture, mais la voix de Rob l'a arrêté froid. Ne me suivez pas, Michael. Ne reviens pas à mon bureau. Ne me contactez pas via des intermédiaires. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez choisi l'argent de Trevor Hartwell sur la confiance de votre père. Vivez maintenant avec ce choix. La voiture s'éloigna, laissant Michael seul dans le garage souterrain. Enfin, comprendre que certains ponts, une fois brûlés, n'ont jamais pu être reconstruits. Son père n'était pas seulement en colère ou déçu. Il avait fini avec eux en permanence, complètement. Enfin, à l'extérieur sous la pluie de Seattle, Michael s'est tenu sur le trottoir et a appelé qu'il redoutait depuis des semaines. Maman, c'est fini. Il ne nous pardonnera jamais. Nous sommes seuls. La voix de Diana à l'autre extrémité était creuse avec défaite. Je sais, bébé. Je sais. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, la mère et le fils ont compris qu'ils n'avaient pas simplement perdu leur style de vie confortable. Ils avaient perdu leur père et leur patriarche pour toujours. L'homme qui avait construit tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis les avait écrits de sa vie avec la même précision méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour les écrire. Et contrairement à son empire commercial, cette décision a été vraiment irrévocable. Chapitre 8. Conséquences et révélations. 2 mois plus tard, la portée complète de la victoire de Rob est devenue claire pour quiconque avait suivi le scandale. Trevor Hartwell avait été transféré dans une prison fédérale de l'Ohio, où il servirait au moins 6 ans avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Son épouse, Catherine, s'était remariée, un procureur fédéral du cercle de son père, et a déménagé à Washington, D.C. avec leurs enfants, qui grandiraient sans jamais connaître le nom de leur père biologique. La carrière immobilière de Diana s'était terminée en permanence lorsque sa licence a été révoquée à la suite d'une enquête de l'État sur ses pratiques de partage d'informations. Elle avait pris un emploi en tant que comptable pour un petit cabinet comptable, gagnant sur le plan de ce qu'elle avait dépensé pour un seul voyage de shopping. L'appartement en studio qu'elle a partagé avec ses enfants était loin du domaine de Bellevue, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Jennifer s'était inscrite au collège communautaire, avec une spécialisation en administration des affaires et en travaillant dans un restaurant pour payer ses cours. Ses rêves de Northwestern et d'une prestigieuse carrière d'entreprise ont été remplacés par la dure réalité de son chemin de rien. Les vêtements de créateur et les voitures de luxe de son adolescence étaient des souvenirs lointains. Michael avait trouvé du travail en tant que gardien de sécurité dans un immeuble de bureau du centre-ville, un emploi qu'il avait obtenu en menant sur ses études et ses antécédents professionnels. Il avait changé son nom de famille en nom de jeune fille de sa mère, espérant échapper à la notoriété qui a suivi le scandale de Sullivan. Mais dans une ville aussi connectée que Seattle, la vérité avait un moyen de rattraper son retard. Rob, quant à lui, était sorti du scandale plus fort que jamais. Le FBI avait félicité sa coopération dans l'enquête de Hartwell, et ses contrats gouvernementaux avaient été renouvelés avec une portée élargie. Sullivan Security Consulting avait ouvert des bureaux à Portland et à San Francisco, capitalisant sur la réputation d'une efficacité impitoyable que le scandale familial avait en quelque sorte améliorée plutôt que endommagée.
mais le développement le plus important est survenu un après-midi chaud en juin lorsque Rob s'est assis dans son bureau en examinant les plans d'expansion pour la division internationale de son entreprise. La voix de Miranda est passée par l'interphone. « Monsieur Sullivan, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est Catherine Morrison Hartwell. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle dit que c'est important. » Rob n'avait pas parlé à l'ex-femme de Trevor depuis la fin de l'enquête. Il avait entendu parler de sa réaction via le réseau social de Seattle, mais il n'avait aucun contact direct depuis les premiers jours du scandale. Catherine est entrée dans son bureau avec la même dignité composée qu'elle avait montrée tout au long de la procédure de divorce. À 38 ans, elle était encore étonnamment belle, mais il y avait un vol dans les yeux qui n'avait pas été là auparavant. Le genre de force qui est venu de l'humiliation publique survivante et de la victoire émergente. Madame Morrison Hartwell. Que puis-je faire pour vous? C'est Madame Morrison. Maintenant, en fait, je me suis remarié. Elle s'est assise en face de son bureau avec une posture parfaite. Chaque pouce la fille du juge fédéral. Je voulais vous remercier, volant un sourcil. Remerciez-moi d'avoir détruit Trevor si complètement de s'assurer qu'il ne pourrait jamais blesser une autre famille comme il a entendu le nôtre. La voix de Catherine était calme, mais il y avait de la satisfaction. Mon père et moi avons suivi son expérience en prison par le biais de Cano. Il ne s'adapte pas bien à l'incarcération fédérale. J'imagine que c'est tout un ajustement. Robert, puis-je t'appeler Robert? Je sais ce que tu as fait à ta famille. La destruction financière, l'isolement social, la coupe complète de votre soutien. La plupart des gens pensent que vous êtes allé trop loin. L'expression de Rob n'a pas changé, n'est-ce pas? Catherine sourit, une expression froide et satisfaite qui rappelait à Rob inconfortablement sa propre pensée tactique. Je pense que vous avez montré une retenue remarquable. Si je découvrais que mes enfants m'avaient trahi la façon dont la vôtre vous a trahi, je ne suis pas sûr de m'avoir arrêté aux conséquences financières. Elle a ouvert son sac et a retiré une carte de visite. Mon nouveau mari est David Chin. Il est procureur fédéral spécialisé dans les délits financiers internationaux. Nous avons suivi le travail de votre entreprise et David pense que vous pourriez être intéressé par certaines opportunités de consultation avec le ministère de la Justice. Rob a accepté la carte. Quel genre d'opportunité? Le type qui élargirait considérablement vos autorisations de sécurité. Le genre qui vous rendrait encore plus intouchable que vous. Catherine se leva, lissant sa jupe. Trevor n'était pas la seule personne à courir des projets comme le sien. Robert, il y en a d'autres manipulant des personnes vulnérables, compromettant la sécurité nationale à des fins personnelles. Le département de David a besoin de quelqu'un avec vos compétences particulières pour aider à identifier et à neutraliser ces menaces. Et vous me recommandez? Je recommande un homme qui a prouvé que la trahison a des conséquences, que la justice peut être réalisée en dehors du système judiciaire et que certaines personnes comprennent la véritable valeur de la loyauté et du principe. Catherine se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Mon père a toujours dit que la meilleure vengeance était le succès. Vous avez certainement prouvé ce principe. Après son départ, Rob s'est assis dans son bureau en pensant à la conversation. Catherine lui offrait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. La validation de quelqu'un qui a compris la véritable portée de ce qu'il avait accompli. Pas seulement la destruction de ses ennemis, mais la reconstruction complète de sa vie selon ses propres termes. Sa famille avait choisi de le trahir, et il avait choisi de les exciser de sa vie comme un chirurgien en supprimant le cancer. Il avait été brutal, systématique et permanent, mais il avait également été nécessaire. Certaines violations de la confiance étaient si fondamentales que le pardon n'était pas seulement impossible, c'était dangereux. Rob regarda les toits de Seattle, où les grues de construction ont marqué la croissance d'une ville qui respectait de plus en plus la force du sentiment. Son entreprise était en plein essor. Sa réputation était inentrée et son avenir était entièrement le sien. Il avait appris que la famille ne concernait pas le sang ou l'obligation. Il s'agissait de loyauté et de valeurs partagées et de respect mutuel. La famille qu'il a construite par l'ADN avait complètement échoué à ses tests. Mais peut-être à travers son travail et ses principes et son refus d'accepter la trahison, il pourrait construire quelque chose de mieux, quelque chose qui durerait parce qu'il était basé sur le mérite plutôt que sur le sentiment, sur le choix plutôt que sur un accident de naissance. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Pendant un moment, il s'est demandé si l'un de ses anciens membres de sa famille avait trouvé un moyen de le contacter malgré ses mesures de sécurité, mais le message provenait de Catherine.
David aimerait vous rencontrer la semaine prochaine au sujet du poste de conseil. Êtes-vous intéressé à construire quelque chose qui ne peut pas être trahi? Rob a tapé un seul mot. Oui. À l'extérieur de sa fenêtre, le soleil se couchait sur Elliott Bay, peignant le ciel dans des tons d'or et de cramoisi. Quelque part dans la ville, son ancienne épouse et ses enfants vivaient avec les conséquences de leur choix. Il ne profiterait plus jamais de la protection de son nom, de la sécurité de sa richesse ou des opportunités que ses relations pourraient offrir. Mais c'était leur choix, pas sa tragédie. Ils avaient tout joué sur la promesse de l'argent facile et de l'excitation d'un étranger, et ils avaient perdu complètement en permanence. Enfin, Rob avait appris il y a longtemps que le monde était divisé en deux types de personnes. Ceux qui ont compris que les actions ont des conséquences et ceux qui ont appris cette leçon trop tard pour se sauver. Sa famille avait choisi le type qu'il voulait être. Maintenant, il vivait avec ce choix. Chapitre 9. Le prix de la trahison. 1 an plus tard, Michael Sullivan, maintenant Michael, ayant légalement changé son nom en nom de jeune fille de sa mère, se tenait devant l'immeuble du bureau de son père, luttant avec une décision qui définirait le reste de sa vie. Dans sa veste, il y avait une lettre qu'il avait écrite et réécrite des dizaines de fois. Chaque version est une tentative différente de trouver des mots qui pourraient combler le golfe impossible entre eux. L'année dernière avait été une masterclass d'humilité. Sécurité de travail pour un immeuble de bureau du centre-ville. Michael avait vu l'élite de Seattle aller et venir, sachant qu'il avait fait partie de leur monde et comprenait qu'il ne serait plus jamais. Sa mère a travaillé des jours de 12 heures au cabinet comptable, les mains rugueuses du travail qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Jennifer avait été transférée à l'université de Washington en tant qu'étudiant à temps partiel, prenant 6 ans pour terminer un diplôme qui aurait dû prendre. Ils avaient survécu, mais la survie était loin de la vie qu'ils avaient vécue. Chaque jour a fait rappeler ce qu'ils avaient perdu. Pas seulement l'argent et le statut, mais le sentiment de sécurité qui venait de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils avaient été chassés de la protection du nom de Sullivan. Obligés de faire leur propre chemin dans un monde qui n'offrait aucune seconde chance pour leur genre de trahison. Mais c'était quelque chose d'autre qui a amené Michael dans le bâtiment de son père en ce matin gris de Seattle. 3 jours plus tôt, il avait reçu un appel du service de police de Seattle. Diana, anciennement Diana Sullivan, avait été retrouvée morte dans son appartement, apparemment d'une surdose de médicaments contre la douleur sur ordonnance. L'enquête était en cours, mais les premiers rapports suggèrent un suicide. La note qu'elle avait laissée a été brève. J'ai détruit tout bien dans ma vie pour l'excitation qui a duré 8 mois. Je ne peux pas vivre avec ce que je suis devenu. Dites à Michael et Jennifer que je suis désolé pour tout cela. Dites à Robert qu'il avait raison sur tout. Michael et Jennifer avaient enterré leur mère lors d'une petite cérémonie à laquelle ont assisté moins de 20 personnes. Rob n'était pas venu. Il n'avait pas envoyé de fleurs. Il n'avait pas reconnu sa mort en aucune façon. Pour lui, Diana Sullivan était décédée le jour où il a découvert sa trahison. La femme qui avait surdosé dans un appartement de studio Capitol, il était un étranger qui avait autrefois porté le visage de sa femme. Maintenant, Michael se tenait devant le bâtiment de son père, sachant que ce serait probablement sa dernière chance d'atteindre l'homme qui lui avait tout donné et tout enlevé. La lettre dans sa poche n'était pas une tentative de réconciliation. Ce navire avait navigué il y a longtemps. C'était autre chose. Une reconnaissance, une acceptation, un dernier adieu. Le gardien de sécurité de la réception l'a reconnu malgré le changement de nom et l'année de vie dure qu'il avait vieilli au-delà de ses 21 ans. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'êtes pas autorisé à monter à l'étage. Je sais. Pourriez-vous lui donner cela? Michael a remis l'enveloppe scellée. Dites-lui que c'est de Michael. Il saura ce que cela signifie. Le trajet de l'ascenseur au 42e étage a donné le temps de Michael pour réfléchir aux mots sur lesquels il avait finalement installé. Pas des excuses, celles-ci n'étaient pas de sens maintenant, et non pour le pardon. Il a immédiatement reconnu l'écriture de son fils, bien que le script soigneux ait été remplacé par le parchemin précipitant de quelqu'un qui avait appris à écrire rapidement entre les changements de travail subalternes. Je pensais que vous devriez savoir, même si je comprends pourquoi vous ne vous en souciez pas. Elle s'est suicidée il y a 3 jours. La note qu'elle a laissée a dit que vous aviez raison sur tout. Je n'écris pas pour demander le pardon ou l'argent ou une deuxième chance. Je comprends que ces choses n'existent pas pour des gens comme nous. J'écris parce que je comprends enfin ce que vous avez essayé de nous enseigner, les conséquences et le caractère et la différence entre les parents de la famille et du sang.
Tu avais raison. Nous n'étions pas ta famille. La famille ne se trahit pas pour de l'argent et de l'excitation. La famille ne choisit pas d'étrangers aux gens qui ont tout sacrifié pour eux. La famille ne vend pas le travail de vie de leur père pour l'approbation d'un homme qui les considérait comme des outils utiles. Nous étions vos enfants par accident de naissance, mais nous n'avons jamais gagné le droit d'être votre famille. Lorsque le test est venu, nous avons complètement échoué. Nous vous avons montré exactement qui nous étions, et ce n'était pas assez bon pour mériter votre nom ou votre confiance ou votre protection. Je sais que vous réussissez maintenant. J'ai entendu parler des contrats gouvernementaux et des nouveaux bureaux et de l'expansion internationale. Je suis content que vous méritiez mieux que ce que nous vous avons donné. Vous méritez des enfants qui comprenaient la valeur de ce que vous avez fourni, qui a honoré votre sacrifice, qui a choisi la loyauté sur l'excitation. Le moment est venu. Je travaille la sécurité maintenant. Salaire minimum, quart de nuit, regardant des bâtiments vides. C'est un travail honnête, ce qui est plus que ce que je peux dire pour tout ce que j'ai fait lorsque j'ai porté votre nom. Jennifer est à l'école en train de payer son propre chemin, gagnant ce qu'elle obtient au lieu de la remettre. Nous apprenons ce que vous avez essayé de nous enseigner, la valeur des choses gagnées plutôt que données. Je ne m'attends pas à une réponse à cette lettre. Je ne m'attends plus jamais à vous. Je voulais juste que vous sachiez que nous comprenons enfin ce que nous avons jeté. Nous comprenons enfin ce que vous nous proposons vraiment et ce que nous avons choisi à la place. Vous étiez un bon père pour les enfants qui ne vous méritaient pas. Vous étiez un mari fidèle à une femme qui vous a trahi. Vous étiez un fournisseur et un protecteur des personnes qui vous ont vendu pour des bibelots d'un étranger. Le nom de Sullivan signifiait quelque chose parce que vous avez fait signifier quelque chose. Nous n'avons jamais gagné le droit de le porter. Et nous avons prouvé que lorsque nous avons choisi l'argent de Trevor Hartwell sur votre confiance. Je suis désolé pour ce que nous vous coûtons. Pas désolé dans la façon dont les enfants disent quand ils cassent quelque chose de précieux. Mais désolé dans la façon dont les adultes disent quand ils comprennent le poids total de leur choix et la nature permanente de leurs conséquences. Nous avons détruit ta famille, papa. Mais peut-être que cela vous avait nécessaire de construire quelque chose de mieux. Quelque chose basé sur le mérite au lieu de l'obligation. Quelque chose qui ne peut pas être trahi parce qu'il est construit sur le choix au lieu d'accident. J'espère que vous trouverez la famille que vous méritez. Les gens qui comprennent la loyauté et le sacrifice et le vrai sens de l'honneur. Les gens qui vous choisiraient plutôt que de l'argent et de l'excitation et les promesses d'étrangers. Nous n'étions pas ces gens. Nous n'avons jamais été. Michael Robb a lu la lettre à 2 reprises, puis s'est dirigé vers sa fenêtre donnant sur Elliott Bay. Les procureurs fédéraux attendaient dans sa salle de conférence pour discuter d'une nouvelle affectation internationale qui élargirait la portée de son entreprise en Europe et en Asie. Le mari de Catherine Morrison s'était avéré être un excellent contact professionnel, ouvrant des portes qui ont conduit à des opportunités que Robb n'avait jamais imaginées. Sa vie avait été reconstruite sur un fondement de mérite et de respect mutuel plutôt que d'obligations sanguines et de loyauté non gagnées. Les gens de son orbite étaient maintenant là parce qu'ils avaient prouvé leur valeur, démontré leur fiabilité, gagné leur place par la compétence et le caractère. C'était une vie meilleure que celle qu'il avait perdue. Plus propre, plus honnête, plus durable. Son téléphone a bourdonné d'un rappel de la réunion de l'après-midi. Robb a plié la lettre et l'a placée dans son tiroir de bureau, puis est retourné dans la salle de conférence où les procureurs et les agents fédéraux attendaient de discuter des opérations qui protégeraient la sécurité nationale et détruiraient le genre de personnes qui ont échangé des secrets à des fins personnelles. Des gens comme Trevor Hartwell, des gens comme Diana Sullivan, des gens comme les enfants qui avaient autrefois porté son nom mais n'avaient jamais gagné le droit de l'appeler de la famille. Dans la salle de conférence du 42e étage, Robb Sullivan a décrit les stratégies pour identifier et neutraliser les menaces à la sécurité nationale. À l'extérieur des fenêtres, Seattle s'étendait vers les montagnes et la mer. Une ville construite par des personnes qui comprenaient que certaines choses valaient la peine d'être protégées et que certaines trahisons ont exigé des conséquences permanentes. Loin en dessous, dans le hall du bâtiment, un jeune homme qui avait autrefois été Michael Sullivan est retourné dans le ring de Seattle. Il reviendrait à son travail de sécurité, dans son petit appartement, dans une vie construite sur le principe simple de gagner ce qu'il a reçu plutôt que de s'attendre à ce qu'il voulait. Il ne reverrait plus jamais son père. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il a compris que ce n'était pas une tragédie. C'était la justice. Certains ponts, une fois brûlés, étaient censés rester détruits. Certaines familles, une fois brisées, ont révélé qu'elles avaient été construites sur de fausses fondations depuis le début. Robb Sullivan avait perdu une femme et 2 enfants.
Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance que sa loyauté, ses ressources et sa protection n'iraient qu'à des personnes qui les méritent. Les gens qui ont compris cette famille étaient quelque chose que vous gagnez, pas quelque chose que vous avez hérité. La pluie est tombée sur Seattle comme elle l'a toujours fait. Laver la ville propre pour une autre journée de construction et de croissance et de prouvant que certaines choses ont duré parce qu'elles ont été construites sur un terrain solide, tandis que d'autres sont tombées parce qu'ils n'avaient jamais eu de vraie fondation.